Nouvel épisode de J'ai lu une étude. Comme vous ne le savez peut-être pas encore, le but de cette série est de casser une idée reçue à la fois avec des chiffres à l'appui. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui va nous nécessiter un peu plus qu'une seule étude pour traiter un sujet que j'ai évoqué dans mes deux dernières vidéos, à savoir la mobilité sociale, que vous connaissez mieux sous le terme journalistique d'ascenseur social. C'est vraiment un sujet qui revient en boucle à intervalles réguliers avec la dénonciation d'un ascenseur social qui serait de plus en plus bloqué. Et vous avez été un certain nombre à brandir contre la notion de mérite l'idée qu'en France, le travail ne serait pas récompensé et qu'il serait pratiquement impossible de s'échapper de son origine sociale. En gros, que le niveau social des parents bloquerait les enfants dans le même niveau social et qu'il serait impossible de s'en échapper par manque de mobilité sociale. Et pour être complètement transparent avec vous, avant de me pencher sur les chiffres disponibles, je partageais plutôt ce point de vue aussi que j'avais déjà croisé dans de nombreux articles de presse. Seulement voilà, en confrontant cette opinion que j'avais avec les études disponibles sur ce sujet, je suis obligé de la classer dans les idées reçues. L'étude de la mobilité sociale n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire, parce qu'à cheval sur les champs de la sociologie qualitative, de la sociologie quantitative et de l'économie, mais si je trouve des papiers de sociologie qualitative pour accréditer l'impression d'un ascenseur social qui se bloque, tous les éléments quantitatifs disponibles indiquent l'inverse. Et donc c'est de cela que je vais vous parler ici. Alors tout d'abord, on va prendre le temps de parler des travaux de Louis-André Vallée sur l'évolution de la mobilité sociale dans le temps. On complétera son travail par des éléments issus d'une thèse de doctorat plus récente qui explore la mobilité sociale descendante, et on terminera par un papier de recherche de l'université d'Harvard sur les biais de perception des mobilités sociales. Dans ma revue de littérature des travaux disponibles sur la mobilité sociale, le nom de Louis-André Vallée s'est dégagé assez rapidement. Il s'agit d'un professeur de la Sorbonne spécialisé dans les méthodes d'analyse sociologique et qui a été directeur de la revue française de sociologie entre 2014 et 2020. Sa carrière quasi complète est liée à l'étude des mobilités sociales, et je vais vous parler spécifiquement de son article de 1999 sur l'évolution des mobilités sociales dans la seconde moitié du XXe siècle, et d'un article de 2017 qui complète et actualise ce premier travail. L'article de 1999 de Louis-André Vallée, intitulé 40 années de mobilité sociale en France, l'évolution de la fluidité sociale à la lumière des modèles récents, commence par se positionner sur la possibilité même de mesurer l'évolution de la mobilité sociale dans le temps. Pitirim Sorokin est souvent gratifié d'un statut de pionnier sur la définition de la mobilité sociale. Il décrétait en 1927 que la mobilité sociale était un invariant dans le temps qui fluctuait sans tendance. Cette interprétation a eu une influence durable sur le champ de la sociologie, comme le signale Louis-André Vallée en introduction, et nombre de sociologues partent du principe, parce que c'est pour eux un postulat, que la mobilité sociale varie peu. À l'inverse de Sorokin et de certains de ses suiveurs, Louis-André Vallée constate qu'il existe des insuffisances méthodologiques dans les travaux sociologiques sur ce sujet. En réalité, mesurer à quel point il est facile de changer de catégorie sociale est complexe sur les échelles de temps que l'on considère. La structure du marché du travail change dans le temps, les métiers évoluent au gré des innovations techniques, et même la nomenclature des relevés de l'INSEE varie. Exemple, le nombre de paysans diminue fortement au cours du XXe siècle à cause d'un passage d'une société agricole à une société de services, mais il faut décorréler ce qui relève d'une évolution du monde du travail de ce qui relève des changements de classe sociale à l'échelle d'une famille. Sinon, vous vous retrouvez avec des incohérences. À la première génération, tout le monde passe du secteur agricole au secteur des services, vous surestimez la mobilité sociale, et à la génération suivante, une fois que la société est tertiarisée, vous sous-estimez la mobilité sociale parce que vous considérez que tous les gens sont forcément dans leur catégorie sociale historique. Louis-André Vallée, partant de ce constat, cherche à décorréler ces deux phénomènes et propose pour le faire de calculer des probabilités, ce qu'il appelle des odds ratio, plutôt que des simples pourcentages. Louis-André Vallée part des données issues des enquêtes de l'INED qui s'étalent de 1953 à 1993 et qui représentent environ 36 000 hommes et 18 000 femmes. Il essaye de fitter plusieurs modèles sur ces données en prenant des éléments issus de la littérature sociologique, notamment le modèle dit UNIDIF, et il évalue lequel des modèles correspond le mieux aux données. Ce modèle a été introduit en 1992 et je laisserai le soin aux plus mathématiciens d'entre vous d'aller lire les équations qui le construisent. Ce qu'observe Louis-André Vallée à partir des différents modèles mathématiques, c'est que si l'hypothèse d'une stabilité sociale marche correctement en première approche, en réalité, c'est une régression linéaire du modèle UNIDIF qui fonctionne le mieux et qui fait apparaître une amélioration de la mobilité sociale de 20% sur l'ensemble de la période, soit environ 0,5% par an depuis les années 50. Soit dit en passant, le chercheur souligne en conclusion que ce résultat passé ne garantit pas qu'ils doivent nécessairement se prolonger à l'avenir. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai souhaité comparer cette recherche de 1999
1999 avec une sorte de mise à jour qu'il a rédigée en 2017. Ce second article est disponible sous le titre Mobilité entre générations et fluidité sociale en France. Et ce sont les sections 6 et suivantes qui nous intéressent en particulier. Louis-André Vallée y confirme l'observation d'une amélioration statistiquement significative de la mobilité sociale jusque sur les données les plus récentes à l'aide de son modèle UNIDIF. Il effectue le même travail sur des cohortes féminines et note que la mobilité sociale chez les femmes a augmenté plus largement que chez les hommes. L'autre intérêt de cette étude complémentaire est que Louis-André Vallée y teste l'influence de l'éducation sur la mobilité sociale. Ce qu'il observe à partir des données à sa disposition, c'est que l'accès facilité à l'éducation se corrèle bien avec l'augmentation de la mobilité sociale, mais que cependant, l'éducation procure un avantage professionnel de moins en moins important sur les dernières années. Ou si vous préférez, le diplôme est de moins en moins une garantie de réussite financière ou de catégorie socio-professionnelle élevée. Si je résume les observations quantitatives obtenues sur le sujet de la mobilité sociale, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui d'échapper à sa catégorie sociale de naissance, et ce avec presque un siècle d'historique. Contrairement au discours alarmiste ambiant, rien n'indique dans les chiffres que la classe sociale des parents prédispose de plus en plus les chances de réussite des enfants. Alors pourquoi sommes-nous tous collectivement convaincus de l'inverse? Y a-t-il une ombre à ce tableau? En cherchant bien, il reste un élément que nous n'avons pas vraiment abordé dans cette discussion, c'est le sens de la mobilité sociale. Pour beaucoup de gens, la mobilité sociale est synonyme du fait de faire monter des gens modestes à un niveau social plus confortable. C'est bien ce que signale la formule d'ascenseur social. Les gens qui l'emploient se préoccupent de savoir si l'ascenseur monte suffisamment vite. Mais en réalité, la notion de mobilité sociale est bidirectionnelle. On peut naître dans une famille aisée, dilapider son héritage et finalement décider de tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Eh bien, il se trouve que la mobilité sociale descendante, c'est-à-dire le fait d'être victime d'une baisse de niveau social par rapport à la génération précédente, est plus élevée que précédemment. Je vous renvoie, si ce sujet vous intéresse, à une thèse de doctorat qui fait un peu plus de 400 pages de Camille Penier, intitulée La mobilité sociale descendante, l'épreuve du déclassement, dans laquelle Louis-André Vallée est d'ailleurs cité en remerciement. La thèse au complet serait bien trop longue à synthétiser, puisque précisément elle essaye de lier les observations quantitatives sur les évolutions de la mobilité sociale descendante avec une analyse qualitative du discours tenu par les déclassés et les conséquences politiques de ce déclassement. Un élément dans la conclusion a attiré mon attention et apporte un éclairage que j'estime complémentaire. Je vais citer: si les générations nées dans les années 1940 ont bénéficié de la dynamique des 30 Glorieuses pour connaître un puissant mouvement ascendant, la situation se dégrade ensuite progressivement jusqu'à atteindre un niveau plancher pour les générations nées au tournant des années 60. Même si le mouvement global demeure positif, il l'est de moins en moins. À l'âge de 40 ans, au début des années 1980, les mobiles ascendants sont 2,6 fois plus nombreux que les descendants. 20 ans plus tard, au même âge, le rapport n'est plus que de 1,6. Cette dégradation est d'autant plus remarquable qu'elle est généralisée aux fils et aux filles de toutes les origines sociales. Fin de citation. L'élément nouveau, si jamais il y a un nouvel élément à apporter dans le débat public, c'est que le flux d'ascension sociale est de plus en plus proche en quantité du flux de déclassement social. Ou si vous préférez, nous quittons une sorte de hausse généralisée des niveaux de vie pour aller vers un état d'équilibre relativement stable où les ascensions et les déclassements se compensent comme dans un jeu à somme nulle. Cependant, et c'est peut-être là le plus important, cette hausse des déclassements ne remet nullement en question l'idée que les individus ne sont pas prisonniers de leur catégorie sociale de naissance. Je vous cite à ce sujet le chiffre avancé par France Stratégie, qui est un bureau de statistiques du gouvernement rattaché au Premier ministre. Disons-le d'emblée pour couper court à une idée extrêmement répandue dans le débat public, l'origine sociale ne détermine pas le destin individuel. En réalité, l'origine sociale n'explique qu'à peine 10 à 20% de l'écart de revenus entre les individus d'une même génération. Fin de citation. Au niveau international, la France, si j'en crois les calculs effectués par France Stratégie, se situe à la médiane des pays de l'OCDE en matière de mobilité sociale. Mais pourtant, le ressenti des Français sur la mobilité sociale ne correspond pas du tout à cette réalité. Et pour l'illustrer, je vais m'appuyer sur une étude du département d'économie de Harvard réalisée sur plusieurs pays de l'OCDE. L'étude constate dans l'ensemble que les Américains sont particulièrement optimistes sur le pouvoir du rêve américain par contraste avec les Européens. Mais même au sein des Européens, les Français sont particulièrement pessimistes sur la mobilité sociale. Je vais vous présenter un graphe assez parlant. On compare ici la perception de la mobilité
mobilité sociale avec la mobilité sociale réelle. Sur la gauche, on se demande si un enfant né dans une famille très modeste restera très modeste. Sur la droite, on se demande si un enfant né dans une famille très modeste a une chance d'arriver dans les personnes aisées. Eh bien, vous constaterez que les Français surestiment le risque réel de rester dans la misère, tout comme ils sous-estiment la chance réelle de s'élever socialement. Dans les deux situations, les Français se montrent parmi les plus pessimistes. Mais ce n'est pas terminé, parce que cette étude cherche également à tester si ces perceptions sont liées à certaines caractéristiques de la population. L'une des caractéristiques testées est l'affiliation politique. Pour les gens qui se revendiquent à gauche du spectre politique, le pessimisme exagéré que j'ai déjà évoqué explose. Les gens de gauche se montrent particulièrement pessimistes sur l'incapacité des gens de classe modeste à s'en sortir. Et ils se montrent, dans une moindre mesure, beaucoup moins confiants sur la capacité des enfants de familles modestes à rejoindre les catégories les plus aisées. Donc je vais résumer ce que j'ai présenté ici et qui me semble être à peu près l'état de l'art de la recherche sur ce sujet. Tout d'abord, j'ai montré que contrairement à une idée répandue, la mobilité sociale était durablement en hausse depuis les années 50. Cette mobilité peut se faire à la hausse comme à la baisse, et dernièrement, les baisses et les hausses tendent à s'équilibrer davantage. Pour autant, la catégorie sociale de naissance n'explique que faiblement les destinées individuelles, à hauteur de seulement 10 à 20%. En France, notre perception de la mobilité sociale est pessimiste et n'est pas en ligne avec la réalité statistique. Et même, il semble que le fait d'être à gauche de l'échiquier politique soit fortement corrélé avec une mauvaise perception de ce qu'on appelle couramment l'ascenseur social. Toutes les sources évoquées dans cette vidéo seront disponibles en description. Je vous invite à aller les lire en intégralité si vous le souhaitez et à partager cette vidéo si vous y avez appris quelque chose pour m'encourager à en faire d'autres. Merci pour votre écoute et à bientôt.